Givet devient définitivement française à la fin de la guerre de Hollande grâce au traité de Nimègue, ainsi que la Franche-Comté, presque toute l'Alsace et une partie de la Lorraine. La paix revenue, Givet est de nouveau fortifiée, cette fois-ci par Vauban, lieutenant général puis maréchal de France, et devient une ville de garnison. Ces soldats font une pression énorme sur la population, puisque très souvent, ils sont logés chez l'habitant. Et là, on peut voir une différence entre la période espagnole, jusqu'en 1680, et la période Vauban. Vauban se rend compte que la pression de ces troupes qui sont logées chez l'habitant devient en quelque sorte intolérable. Et il essaye de soulager la population en construisant dans Givet, mais aussi aux portes de Givet, un réseau de très grandes casernes qui permettent de soulager la population en temps normal. Ici, au bord de la Meuse, Vauban fait construire la plus grande caserne d'Europe, 500 mètres de long. Vers le sud, il prolonge les fortifications par la Porte de France. Mais à Givet, Vauban, comme auparavant les Espagnols, s'intéresse particulièrement au fort de Charlemont. Aujourd'hui, Charlemont est encore un site militaire, propriété de l'armée française. C'est ici que s'entraînent les commandos du 9e régiment des Zouaves. On s'installe ici en 1962 parce que le fort se prête particulièrement bien au type d'entraînement qu'on veut mener ici. De par sa construction originale, c'est 14 km de murailles, c'est souterrain, c'est douves, comme vous pouvez le voir ici, permettent d'enseigner toutes les techniques de franchissement nécessaires au combat commando. À l'époque de Vauban, la plupart des forteresses sont en étoile pour que les assaillants soient pris sous plusieurs feux. Mais Vauban, lui, en plus, multiplie le nombre de postes avancés ainsi que les lignes de repli pour mieux préserver la vie de ses soldats. Il avait le souci du défenseur, par les fortifications, l'épaisseur des murailles, et puis aussi cette notion de défense en profondeur, et non pas de défense linéaire. Donc ça, c'est remarquable chez Vauban. On peut le voir ici, ne serait-ce que par la lunette qui est en bas, la demi-lune, qui est au bord de la Meuse, qui permettait à un premier échelon de combattre, et puis après, dans un délai précis, de se replier vers le fort par des souterrains ou des itinéraires défilés pour remonter ensuite sur le fort. Donc, Vauban ne concevait la défense d'un fort que dans la durée, également de manière non linéaire, mais toujours en profondeur. Les fortifications Vauban sont aussi souterraines. Par exemple, des contre-mines situées devant la citadelle sous les premières lignes. Il s'agit de galeries bourrées de poudre qui doivent exploser sous les pieds de l'ennemi. Bon, ici, nous nous situons dans la galerie en direction du nord-est. Cette galerie sert essentiellement à disposer la poudre pour faire exploser la contre-mine. On va retrouver le profil de rupture à ce niveau-là destiné à enlever la calotte. La poudre est disposée dans cette direction et elle est bourrée au moyen de madriers de bois. L'épaisseur du bourrage comprise de l'ordre des 20-25 cm, réalisé en madriers de chêne. Et les projectiles utilisés, ce seront donc ces rognures de pierre résultant des travaux de maçonnerie du fort qui seront utilisés comme projectiles vers l'ennemi. 1, 2, 3. Une fois la mèche allumée, les soldats ont le temps d'évacuer la contre-mine. Au XVIIe siècle, ce souterrain était réellement rempli d'explosifs. Pourtant, vu de l'extérieur, ce piège se présentait comme un simple talus. Derrière ces murs, il faut imaginer le soldat de Louis XIV. À cette époque, les uniformes sont encore assez fantaisistes et disparates. L'armement, lui, ne cesse de s'améliorer. Épée, pique, mais surtout armes à feu. Alors nous avons devant nous un fantassin de la fin du XVIIe siècle. Il est revêtu d'un uniforme. L'uniforme a été imposé par Louvois. Il est équipé à la manière d'un mousquetaire dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire dans le sens du fantassin qui sert un mousquet. Le mousquet est une arme à mèche. La mèche d'une longueur d'environ 3 ou 4 mètres fait le tour du fantassin. Elle est en permanence allumée, dégagement de fumée.
Cette mèche est actionnée à partir d'ici et vient frapper un bassinet dans lequel est introduit de la poudre. Pour faciliter le tir, on va utiliser la fourquine. La fourquine qui permet de poser le fût du mousquet et de cette manière, le fantassin n'a pas de problème pour viser étant donné qu'on soulage le poids du mousquet. Le fusil sera adopté par l'armée française en 1717. L'avantage du fusil sur le mousquet est la mise à feu de la poudre par un silex, ce qui supprime la mèche incandescente et la fumée qui révélait la position du soldat. Autre grande invention de l'époque, la baïonnette. Vauban mettra au point une baïonnette qui se situera le long du canon. Inconvénient, on ne pourra plus charger le fusil. Et un de ses successeurs mettra au point la baïonnette coudée qui permettra à la fois de tirer et de charger. « 1696, de nouveau, c'est la guerre, celle de la Ligue d'Augsbourg. Le général hollandais Coorn attaque Givet et prend position face à Charlemont. Mais la place forte, fortifiée par Vauban, tient bon. L'attaque hollandaise a prouvé que le fort de Charlemont peut être menacé à partir d'une colline voisine, le Mont d'Or. Vauban décide de l'inclure dans son système de défense et de transformer cette colline en camp retranché. Non seulement Vauban pense qu'il faut coordonner tous les points stratégiques entre eux, mais il conseille à son roi d'aligner les frontières du pays comme s'il s'agissait d'un jardin à la française, faire son pré-carré. Le roi devrait songer à faire son pré-carré. Cette confusion de places amies et ennemies pêle-mêle ne me plaît point. Prêcher toujours à la quadrature non pas du cercle, mais du pré. Chez Vauban, la première des qualités, c'est le souci de l'homme. Et ça, c'est incontestable. C'est une prise en compte du facteur humain qu'on retrouve nulle part ailleurs. À l'abri de ses fortifications Vauban, Givet a résisté à toute invasion pendant 2 siècles. Ce n'est qu'au XXe siècle, au cours des 2 conflits mondiaux, que Charlemont sera occupé par les Allemands. Aujourd'hui, dans une Union européenne sans frontières, Givet a perdu de son importance stratégique. La malédiction de Charlemont est peut-être terminée.